Le féminisme, il est là maintenant, puis même le premier ministre est porté à dire « Vous savez, moi, je suis féministe ». Tu sais, là, on n'aurait jamais vu Monsieur Diefenbaker, on n'aurait jamais pensé qu'un premier ministre canadien aurait pu dire ça, etc. C'est devenu une option obligatoire aujourd'hui, le féminisme. Peut-être que c'était mieux quand c'était encore une revendication. C'est juste un mot. C'est toute la réalité en dessous qui doit changer. Et ça, c'est pas fait. Je suis nouvellement en poste depuis février à titre de conservatrice au musée. J'avais envie de me mettre les mains à la pâte, de travailler avec la collection, de me l'approprier aussi. Donc, par un travail d'exposition, c'est vraiment une bonne façon de découvrir la collection, puis de la mettre en espace, de la mettre en scène aussi. Donc, pour moi, c'est important de mettre ce sujet-là de l'avant, mais de le faire de façon assez critique aussi, parce que finalement, qu'est-ce qu'une collection? C'est un peu ça qui est arrivé dans nos réflexions au fil du montage de ce projet-là. C'est quoi une collection muséale? Qu'est-ce qu'elle reflète? Et quelle est la place des femmes à travers cette collection-là? Pourquoi, en fait, elles sont si peu représentées dans les collections muséales et pourquoi elles ont eu autant, en fait, de difficultés à se faire reconnaître, finalement, sur la scène artistique, autant au Québec qu'à l'international? On avait comme un préjugé favorable au fait que les femmes puissent faire de l'aquarelle, puissent faire de la peinture, de la musique, chanter. Mais très souvent, les femmes voulaient faire une carrière. Et ça, c'était un peu plus difficile pour elles. Un artiste, bien souvent, c'est quelqu'un qui s'affranchit un peu des normes sociales. Et puis, c'était très mal vu pour une femme de s'affranchir des normes sociales. En fait, dans mon village, pour les femmes, il y avait 3 choix importants. On devenait enseignante, on devenait infirmière, on devenait secrétaire de bureau. C'était un petit milieu. Mes parents n'avaient pas les moyens financiers pour que j'aille étudier à Chicoutimi pour faire mon cours classique, ce qui m'aurait ouvert beaucoup d'autres horizons. Mais je voulais étudier, alors je suis allée au bout de ce qui était possible dans ma ville. Je suis devenue enseignante. Quand j'ai été en contact vraiment avec de l'art, peut-être vers l'âge de, je dirais, j'enseignais 20 ans, il y avait à ce moment-là l'introduction des arts plastiques dans les écoles. J'ai commencé à suivre ces cours d'art. Et j'ai eu le coup de foudre. Et à ce moment-là, j'ai su où je devais aller. Parce qu'avec mes amis, on rêvait même de partir en Australie. Tout ce qu'on voulait, nous, c'était quitter cette ville. Et j'ai su que j'irais aux Beaux-Arts. Maintenant, d'en parler à mon père. Oh là là! Il faut dire aussi que le métier d'artiste avait un peu comme une mauvaise réputation. Tu sais, les actrices, les chanteuses, c'est au bord de la décence, comprends-tu? Elles s'en vont sur la scène, elles ont des robes décolletées, et puis bon. Donc, ça prend beaucoup de volonté pour les femmes pour s'affirmer comme artistes. Alors, c'est sûr comment c'était perçu, là, de dire de façon très simple, les Beaux-Arts, c'était une école de perdition. Alors ça, c'était très clair qu'on ne devait pas aller là parce qu'il y avait de la damnation qui était attachée. Et on peignait des personnages, des nus, et puis il y avait toutes sortes de choses, en fait. Mais c'était pas une perception positive qui était là, vraiment. J'étais révoltée contre ce milieu-là. C'était un milieu fermé, dominé par le clergé, par les notables de la ville, par l'avocat, le notaire, le docteur. Ça, c'était des gens qui disaient que. Ensuite, il y avait les commerçants, il y avait les petits métiers. Mais je voyais pas d'avenir pour moi, là. C'est sûr qu'il y a des domaines qui étaient... par exemple, la santé. Alors, on voyait les femmes comme des infirmières. Bon, puis il n'est pas question qu'elles soient docteurs. Et puis... les femmes qui ont voulu être docteurs, bien, il a fallu qu'elles arrachent la permission. Puis même ça, une fois qu'elles étaient docteurs, on s'attendait à ce qu'elles choisissent la pédiatrie ou la gynécologie parce que c'était plus féminin. Et puis, on voulait pas qu'elles soient chirurgiennes ou, tu sais, des grosses professions, là, tu sais, là. Bon, on voit très bien que dans la société,
Les femmes étaient perçues comme des auxiliaires, des femmes qui aidaient à côté. Il ne fallait pas qu'elles prennent des décisions, qu'elles soient en commande. Et ça, c'est une chose que les dernières générations de féministes ont obtenue, que les femmes puissent avoir aussi des postes de responsabilité. Mais il y avait des femmes très éclairées au début du 20e siècle et elles ont fait beaucoup pour changer la situation des femmes. Je vais juste vous donner un exemple. D'après le Code civil, le salaire d'une femme qui travaillait appartenait à son mari. De sorte qu'il y avait des hommes qui allaient prendre à l'usine le salaire de leurs femmes, ce qui scandalisait beaucoup les féministes. Et elles ont obtenu que ce soit changé au début des années 30. Alors, on ne peut pas dire que les féministes québécoises n'ont rien fait. Quand le féministe a pris une analyse plus radicale au début des années 1970, on avait des groupes radicaux. Ici à Montréal, on avait le Front de libération des femmes et puis le Centre des femmes qui se sont mobilisés surtout pour l'avortement et puis pour les droits, le droit à son corps. Maintenant, c'était une époque où est-ce que nous étions confrontés, nous les femmes de mon âge, parce que nous n'avions pas eu de modèle. Nous, nos mères, elles travaillaient à la maison, elles ne travaillaient pas, et nous devions à la fois être des femmes au foyer, si on veut, mais nous travaillions à l'extérieur. Et c'était compliqué parce que pour assumer à la fois la femme qui rentre de l'argent, qui gagne de l'argent, qui gagne son autonomie, la femme qui reste à la maison, qui est une amoureuse, qui est une mère, c'était très difficile de concilier tous ces rôles. Bien, ce qui a ouvert toutes les portes, c'est les changements en éducation et l'accès à la mixité, l'égalité, la gratuité. Une fois que l'éducation devient accessible à tous, que gratuite, que tu peux choisir ce que tu veux, à ce moment-là, les différences garçons-filles disparaissent et les filles peuvent avoir les mêmes ambitions que les garçons. Quand j'ai commencé à travailler avec la collection, en fait, avec cette idée-là de travailler avec un corpus d'artistes québécoises, je me suis rendu compte qu'il y avait une disparité, puis j'ai fait l'exercice, en fait, j'ai fait le calcul, et la collection compte moins de 20 donc d'œuvres qui sont faites par des femmes, qui est quand même un chiffre assez standard, je vous dirais, là, dans les institutions muséales, mais assez choquant. Puis c'est certain que c'est une chose de s'en douter, hein. On le sait, finalement, que les femmes ont eu un accès à la professionnalisation artistique très tard, donc les hommes veulent pas ont quelques siècles d'avance, finalement. C'est pour ça qu'ils sont plus nombreux aussi dans les musées. Quand j'enseignais, on disait qu'il y avait 7 femmes qui étudiaient pour un garçon ou pour un homme. Et sur le marché du travail après, dans le marché du travail, en fait, ceux qui arrivaient là, à faire carrière, il y avait 7 hommes pour une femme. Donc, c'était inversé. Alors, ce qui fait que, probablement que les collections des musées, eux, en fait, ce qu'ils veulent dans leur collection, ce sont des œuvres de femmes qui ont fait leur marque, qui ont assez d'importance pour appartenir à leur collection. Hein? Et comme peu de femmes arrivaient à avoir cette renommée-là, peut-être que ça explique pourquoi disons qu'il y a une sous-représentation féminine dans les collections. L'histoire de l'art a retenu surtout des artistes masculins et très peu des artistes féminins. De sorte que maintenant, on dit « Ah, ben oui, il y avait des femmes impressionnistes, donc on se met à les nommer, là, tu sais. » Mais au moment de l'impressionnisme, on ne les connaissait pas. Aujourd'hui, on fait des films sur Camille Claudel ou Berthe Morisot, puis bon, etc. Mais à l'époque, elle n'était pas très connue. De sorte qu'il est resté, à mon avis, sur le rapport entre femme et art, quelque chose de trouble. Elle ne pouvait pas le faire librement comme un homme le faisait. Et ce n'est qu'avec le 20e siècle qu'elles ont pu vraiment s'affranchir et puis créer des œuvres à la mesure de leurs désirs, à la mesure de leurs idées, à la mesure de leurs ambitions.
Pour le visiteur, cette exposition-là permet vraiment de découvrir justement la pratique de ces femmes-là qui n'ont pas nécessairement passé à l'histoire, qui ont été un peu oubliées, un peu laissées de côté, mais aussi de découvrir la pratique d'artistes contemporaines qui travaillent encore aujourd'hui dans différents champs de pratique. Donc, c'est une exposition qui fait une histoire féministe de l'art. L'histoire n'est pas quelque chose d'impartial et je pense que c'est le rôle des institutions culturelles aussi de confronter ces idées-là et de se questionner le pourquoi, en fait, les femmes ont été peu présentes, pourquoi ces autres groupes-là minoritaires ont été peu présents. Ces prises de position-là, c'est une façon aussi de montrer qu'on souhaite que ça change, qu'on voit ce qui s'est passé par le passé et qu'est-ce qu'on désire mettre de l'avant, en fait, pour le futur. Donc, comment on peut agir autant dans nos politiques, dans nos acquisitions, dans nos actions qu'on pose, justement, en tant qu'institution, pour renverser ce biais historique-là. Donc, justement, des expositions à teneur féministe ou qui mettent de l'avant le travail des femmes, mais il y en a encore beaucoup à faire pour finalement ramener la balance à zéro. Donc, je pense qu'on n'en fera jamais assez. Qu'est-ce que j'aimerais dire aux femmes à la fin, à la toute fin? D'observer la règle des 3D. Avoir du désir, de la détermination et de la discipline. De ne pas craindre leur vulnérabilité, parce que la vulnérabilité est la preuve qu'on est vivant. De créer, de créer, de créer, de créer pour se recréer et de se recréer sans cesse. Et parce que j'ai travaillé sur une série dernièrement sur Alice au Pays des Merveilles, de ne pas craindre d'être l'Alice de leur propre merveille.